Donc, je m'appelle Thomas Le Gall. Je suis sociologue de formation et j'ai une quinzaine d'années d'expérience dans le conseil. Alors, ce que je vous propose comme programme pour ce JT, comme c'est un JT, on va faire un petit point météo très rapidement pour regarder euh, la météo une journée après la reprise, une journée après le déconfinement. Et puis ensuite, on passera plus de temps pour partager, pour tout savoir sur l'adaptation des conditions de travail pendant cette période, à la fois évoquer les enjeux. C'est important effectivement de bien mesurer les enjeux liés à ces conditions de travail. Ensuite, on essaiera d'aller dans le concret pour déterminer comment s'y prendre pour mettre en place une politique de prévention, évaluer les risques, les prévenir et protéger les collaborateurs. Et on fera un détour sur les différentes populations et leur rôle, les différentes populations d'entreprise, sachant que avec les événements que nous vivons actuellement, le rôle de chacun tend à évoluer, voire à évoluer fortement. Et pour conclure, on essaiera d'être sur du plus long terme et on essaiera de se projeter sur d'autres enjeux et d'autres perspectives qui devraient occuper les entreprises dans les semaines et mois à venir. Alors, petit point météo, je le disais. La météo, pour nous, elle est positive, elle est faite de belles éclaircies, de belles éclaircies, en particulier pour tous les salariés et toutes les entreprises qui attendaient parfois, souvent impatiemment, de pouvoir revenir au travail, de pouvoir revenir sur site, être en nouveau contact avec ses collègues, être en nouveau en contact avec ses clients, avec ses fournisseurs. On a beaucoup de salariés qui avaient besoin effectivement de ressentir l'utilité de leur action et pour qui la période de confinement était compliquée. Donc, de belles éclaircies pour tous ces salariés. Nous, on est résolument optimistes, même si vous allez voir qu'on va parler de gestion de risque. Pour nous, la gestion de risque dont on va parler est une condition justement de cet optimisme et de meilleurs jours qui doivent être devant nous. Alors, des belles éclaircies, mais néanmoins, le ciel enregistre des passages nuageux parce que les contraintes restent fortes, les inquiétudes restent présentes, inquiétudes sanitaires, bien sûr, pour soi, pour ses proches, pour son entourage, et puis inquiétude également en termes de sécurité de l'emploi, parce qu'on sait que les entreprises traversent une période difficile et que la pérennité de tous les emplois n'est pas totalement garantie. Donc, encore une fois, optimisme, éclaircie et quelques nuages qu'il va falloir prendre en compte et gérer. Une fois qu'on a partagé cette météo, il me semble important effectivement de parler plus longuement de la question de l'adaptation des conditions de travail et de comment s'y prendre. Tout d'abord, en évoquant les enjeux liés à cette reprise du travail. Alors, reprise ou continuité, parce que toutes les entreprises ne se sont pas arrêtées, fort heureusement. Même la majorité ont continué, mais ont continué selon de différentes modalités. Et la reprise du travail sur site concerne beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Alors, cette reprise du travail, elle est marquée par l'exposition à deux types de risques. En tout cas, d'un point de vue des conditions de travail, il y a un risque d'ordre biologique, évidemment. Vous le savez, c'est le risque de contamination au Covid-19. Et puis, il y a un risque dont on se met à parler beaucoup, mais qu'on voit encore peu traduit en mesures opérationnelles ou en évaluation de ces impacts. C'est le risque psychosocial. On va revenir aussi sur ce risque. Donc, deux risques, mais en même temps, et moi j'ai envie d'insister là-dessus, trois opportunités et trois belles opportunités pour les entreprises. D'une part, évidemment, c'est l'occasion de reprendre ou d'accroître l'activité, parce que
les règles sanitaires le favorisent davantage. Parce que les clients et les fournisseurs vont pouvoir se réorganiser et vont pouvoir essayer de compenser le retard qui a été pris. Et donc, voilà, il y a cette opportunité principale qui est de créer les conditions de la reprise. Après, autre opportunité, c'est le fait de répondre à l'attente forte des salariés. Je l'ai évoqué, je ne vais pas y revenir, mais c'est une opportunité à saisir et c'est un moment, de notre point de vue, clé de ce point de vue-là. Et troisième opportunité, qui est en lien avec la précédente, c'est l'opportunité de renforcer les liens qui unissent les acteurs de l'entreprise. On traverse là un moment qui peut être très fédérateur, c'est de s'organiser, d'inventer des modes de fonctionnement qui vont permettre la protection de la santé de tous et permettre le rebond de l'entreprise. Voilà. Donc c'est là une opportunité très forte et il nous semble qu'il convient de la saisir. Ces opportunités, elles s'accompagnent au moins d'un triple impératif. Le premier, et on va s'y attarder, c'est le fait de mettre en place une véritable politique de prévention et de protection, indispensable pour relancer une dynamique. Le deuxième impératif, c'est d'adapter l'organisation du travail. Et des entreprises ont commencé à le faire, avec le télétravail notamment, avec l'adaptation des horaires, l'adaptation des espaces. Il va falloir continuer à adapter cette organisation du travail à mesure que le déconfinement va se confirmer ou qu'éventuellement, il y ait des retours en arrière qui soient nécessaires. Et le troisième impératif, c'est d'informer, de communiquer et d'écouter au quotidien. On n'est pas dans une période suffisamment stable pour se dire on va réussir à régler de façon durable notre organisation, nos modes de fonctionnement. Des ajustements très réguliers vont intervenir et ça nécessite forcément d'informer, de s'assurer que cette information est bien passée, est bien comprise, et puis d'écouter les sujets qui remontent au niveau des collaborateurs, au niveau des managers. Sans répondre à ces impératifs, il sera difficile d'embarquer les salariés, y compris les plus en attente d'une reprise du travail. Alors, autre enjeu, au niveau des enjeux, pourquoi l'employeur doit prévenir ces risques? Déjà, c'est une obligation légale, et cette obligation légale, elle n'existe pas seulement en cas d'accident. Il y a une obligation générale de protection qui est prévue par le Code du travail et qui prévoit d'évaluer, de prévenir, de protéger et de mettre à jour cette évaluation et les mesures de prévention et de protection aussi souvent que possible. À défaut de cette évaluation prévention-protection, un juge peut interdire la reprise d'activité. C'est ce qui s'est passé à Amazon. C'est en partie différent, mais c'est également la position prise concernant un site de Renault. Donc voilà, il y a un enjeu qui n'est pas seulement lié à l'accident, mais qui est lié à la possibilité d'exercer son activité. Un salarié peut saisir un juge, considérant que sa santé, sa sécurité sont exposées et qu'il ne peut pas exercer son activité, remplir ses missions dans ce cadre-là. Et on n'imagine pas aujourd'hui un inspecteur du travail, un inspecteur de la CARSAT qui viendrait dans une entreprise sans s'assurer que toutes les mesures sont prises pour garantir la sécurité et la santé des salariés. Il y a un document qui est prévu pour ça, c'est le document unique d'évaluation des risques professionnels, DUERP. Il faut absolument le mettre à jour. Si vous n'en avez pas, il faut absolument en créer un. Et si vous en avez déjà un, le conseil qu'on vous donnerait, c'est d'en créer un spécifique à la période du Covid, parce que l'évaluation et les mesures de prévention peuvent avoir du mal à rentrer dans le cadre habituel du document unique. Donc, des enjeux légaux, on le disait, mais aussi des enjeux en termes RH qu'on a commencé à évoquer. Cette reprise, elle doit être l'occasion d'établir un contrat de confiance avec les salariés pour favoriser un engagement réel dans le travail. Voilà. Il y a de l'attente
chez certains salariés, il y a de l'inquiétude chez d'autres. Parfois, il y a les deux en même temps chez les salariés. Et donc, il va falloir poser les bases d'un nouveau contrat de confiance pour que les salariés puissent se réinvestir totalement dans leur activité. Et ce réinvestissement, il est probablement clé dans le rebond de l'entreprise. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est une opportunité pour renforcer le lien entre le salarié et l'entreprise. Voilà, je m'engage dans l'entreprise parce que je partage ses valeurs, parce que je partage ses missions, parce que je me sens écouté, je me sens compris, je me sens reconnu, je me sens être utile. Et puis, entre les salariés eux-mêmes, là aussi, je parlais tout à l'heure de périodes qui permet de fédérer autour d'objectifs. Et l'objectif, il est simple, hein, il est double, hein, c'est se protéger collectivement. Et puis, c'est faire en sorte que l'activité de l'entreprise reparte. Ça implique nécessairement de montrer au quotidien et de façon très concrète à tous les collaborateurs que la santé de tous est prioritaire pour toute entreprise. On ne peut plus, à mon avis, transiger aujourd'hui en disant d'abord, on assure la rentabilité et ensuite, on regardera quelles sont les conditions pour assurer autant que possible la santé des salariés. On doit poser le principe de préservation et de sécurisation, préservation de la santé et de sécurisation des salariés comme étant la valeur fondamentale qui permet ensuite de travailler tous ensemble pour développer la rentabilité de l'entreprise. Il nous semble que transiger sur ce principe, c'est un risque à la fois juridique, on l'a vu, social parce que les équipes ne vont pas s'engager autant qu'il le faudrait. C'est un risque évidemment commercial, notamment en termes de réputation. Et puis, c'est un risque opérationnel dans la mesure où, faute d'investissement suffisant des salariés, les opérations pourraient être moins performantes. Alors, quel processus à suivre pour structurer la prévention du risque? Tout d'abord biologique. Je disais tout à l'heure qu'on est sur une approche un peu différente du document unique habituel. Ici, selon nous, et là on parle d'expérience parce qu'on accompagne nos clients actuellement sur ces sujets, les étapes sont assez claires. Il faut commencer par catégoriser les populations. On a les salariés qui sont dits à risque, on a les salariés qui ont été contaminés et on a tous les autres salariés qui peuvent avoir des principes, c'est la deuxième étape, des principes de travail différents. Ils peuvent être en télétravail, ils peuvent être au bureau ou en atelier, ils peuvent être chez le client ou ils peuvent combiner ces différents principes de travail. Donc, catégoriser les populations parce que les réponses vont être différentes en fonction des populations. Ensuite, caractériser les principes de travail parce que les réponses vont être différentes selon les principes de travail. Et ensuite, par principe de travail sur site ou par principe de travail sur site, également en télétravail, pardon, il faudra identifier les lieux et situations de travail auxquels les collaborateurs sont confrontés. Une fois qu'on a identifié ces lieux et ces situations, pour chaque lieu et situation, on va avoir une boucle d'amélioration continue à mettre en place qui consiste à évaluer dans chacune des situations ou dans chacun des lieux les modalités d'exposition au risque biologique, tout d'abord. Est-ce que je suis exposé directement ou indirectement? Ensuite, on va appréhender la question des risques psychosociaux sur laquelle on reviendra et qui va concerner aussi bien les salariés qui sont sur site que les salariés en télétravail. Ensuite, une fois qu'on aura évalué les modalités d'exposition, on va définir les moyens et actions de prévention et de protection, les mesures de distanciation, les mesures individuelles, les mesures de réaménagement des espaces, les mesures d'affichage, etc. Et on fera une évaluation permettant de déterminer, après
la mise en place de ces mesures de moyens, de ces moyens et d'action, pardon, de ces moyens de prévention, excusez-moi, après la mise en place de ces moyens de prévention, est-ce que j'ai un risque résiduel qui serait lié, par exemple, au non-respect des consignes, au fait que les moyens de protection ne couvrent pas 100% du risque. Voilà. Il est important d'avoir une évaluation des risques qui ne sont pas totalement couverts par les mesures qui sont prises. Ensuite, il s'agit de déployer l'ensemble des mesures par le lieu de travail et d'adapter ces mesures en fonction des spécificités de telle ou telle espèce, de telle ou telle salle de réunion, de telle ou telle zone d'accueil, de tel ou tel bureau, de tel ou tel open space. Là, on pense notamment aux entreprises qui sont multisites, hein, qui vont avoir une démarche de prévention qui va être centralisée, qui va prévoir des principes, des mesures de prévention, et localement, il sera nécessaire d'adapter ces mesures de prévention. Une fois qu'on les a déployées, il faudra rapidement réévaluer les modalités d'exposition et on est dans une boucle d'amélioration continue qui nécessitera effectivement de s'assurer qu'il n'y a pas de nouvelles modalités d'exposition, et donc s'il y en a, il faut mettre en place des nouvelles mesures, évaluer les risques résiduels, etc. Alors, d'expérience aussi, sur comment mettre en place ce dispositif, il nous semble, nous, la bonne pratique, hein, qu'on retient, ce sont les cellules, alors qui s'appelaient à ce stade cellules de crise, mais qui deviennent des cellules de reprise ou d'anticipation, qui permettent d'évaluer les situations et de définir les mesures. Ces cellules, elles sont composées de responsables, de la direction générale, de représentants de métiers, et c'est notre préconisation, de représentants des salariés qui ont plusieurs intérêts. D'une part, ils ont une bonne lecture du terrain. D'autre part, ils ont souvent également une lecture de l'acceptabilité de certaines mesures par les salariés. Et puis, ce sont aussi des relais en termes d'information, de communication, de sensibilisation. Par ailleurs, votre plan, vous avez à le présenter à vos représentants du personnel, hein, au CSE, et donc quand il donnera son avis, il le donnera d'autant plus volontiers que un des membres du CSE a contribué à définir le plan au sein de la cellule. Alors, juste très rapidement, cette cellule, dans son travail d'évaluation, il faut qu'elle procède très simplement. Il faut qu'elle imagine le parcours d'un salarié. Un salarié qui part de chez lui jusqu'au moment où il rentre chez lui. Donc, elle va identifier les différentes étapes, hein, le trajet domicile-travail, l'arrivée dans les locaux, les ascenseurs, les escaliers, le poste de travail, les différents espaces communs, les salles de réunion, les bureaux, les bureaux voisins que le salarié pourra fréquenter. Voilà, il faut juste se figurer le parcours du salarié et identifier tous les risques que le salarié va traverser. Alors, aujourd'hui, au début, j'avais pensé partager avec vous différentes mesures, mais il y a énormément de mesures qui sont publiées partout. Le protocole qui a été publié par le gouvernement est intéressant d'ailleurs de ce point de vue-là. Moi, ce qui me semble important à retenir, c'est qu'il faut hiérarchiser vos mesures. Au moins sur 4 niveaux. Il y a les mesures qui suppriment le risque à la source, comme le télétravail. Comme je suis en télétravail, je ne suis pas exposé à mes collègues, je ne suis pas en contact avec des objets, etc. Voilà, donc on supprime le risque à la source. Donc ça, c'est la priorité. On cherche avant tout à supprimer le risque à la source. Ensuite, on privilégie
les mesures collectives sur les mesures individuelles. Donc, les mesures collectives, c'est par exemple limiter, voire interdire la fréquentation de certains espaces. C'est décaler les horaires de travail. C'est ne pas permettre, ne pas réunir tout le monde au sein du restaurant interentreprise. Et seulement après viennent les mesures individuelles qui sont les moins fiables, hein, parce qu'elles s'exposent, hein, au manque de respect des mesures, hein. Alors, pas forcément volontairement, mais typiquement les masques, hein, l'utilisation des masques qui nécessite en principe de ne pas être pris dans les mains, par exemple, de ne pas être touché, c'est compliqué. Donc les mesures individuelles, ce sont les moins fiables, donc elles viennent en dernier. Et puis, on a les mesures d'information et de formation qui sont nécessaires dans tous les cas pour tous les salariés. Alors, je voulais juste faire un détour sur les risques psychosociaux, hein, parce que ces risques psychosociaux, on en parle, mais aujourd'hui, on voit peu de travaux, peu de démarches qui cherchent à les évaluer et surtout à les prévenir. Et là, je parle des risques psychosociaux en lien avec le Covid. Pas les risques psychosociaux qu'on avait pu évaluer avant le confinement, avant l'épidémie. Donc, ça concerne à la fois les salariés qui reviennent sur site et les salariés en télétravail, qui sont parfois les mêmes, hein, bien sûr. Donc, les grands facteurs de risques psychosociaux qu'on observe, c'est les troubles d'anxiété. Voilà, un niveau d'inquiétude très fort. Voilà, je suis angoissé à l'idée de retourner au travail. C'est des déséquilibres, hein, dans la charge de travail, et dans les deux sens, une surcharge ou une sous-charge en fonction des activités. Sous-charge parce que dans les conditions actuelles, il y a des dossiers que je ne peux pas gérer, il y a des tâches que je ne peux pas réaliser, donc j'ai moins à faire. Et surcharge, parce qu'au contraire, j'ai beaucoup plus d'opérations à réaliser, étant donné l'organisation qu'on a mis en place. Donc voilà, on a un sujet important. On a la question des relations au travail, hein, qui pourraient se dégrader entre ceux qui restent en télétravail, ceux qui viennent sur site, entre ceux qui sont très à cheval, et ils ont raison sur le respect des consignes sanitaires, et puis ceux qui sont beaucoup plus nonchalants par rapport à ça. Également les relations au travail qui pourraient se dégrader par rapport à la question de l'équilibre, hein, de la charge de travail, de la répartition de la charge de travail entre ceux qui sont très très chargés et ceux qui le sont beaucoup moins. On a des questions qui vont se poser aussi en termes d'autonomie, hein, et de capacité à réaliser ces missions, hein. Toutes les fonctions ne sont pas aussi autonomes, ne disposent pas forcément des outils adaptés, n'ont pas forcément les informations nécessaires pour réaliser ces missions. Et à un moment donné, c'est la question de mon utilité, hein, qui peut être posée, hein. Si je ne peux pas travailler, si je ne peux pas bien travailler, à quoi je sers? Et cette question est importante. Risques psychosociaux, hein, liés à l'insécurité de la situation de travail, pardon, hein, inquiétude sur l'emploi, et puis conflit de valeurs, hein, dans des situations où je sens pas que je suis protégé, où je sens que je suis pas en sécurité au travail, dans mes missions, dans mes déplacements, mais pour autant c'est un impératif que je préserve mon emploi, et donc je suis pris entre deux feux, entre mettre en jeu ma santé et préserver mon emploi. En termes de risques psychosociaux, très rapidement, il me semble que l'information, la communication, le rôle des managers est absolument essentiel. Le rôle des collègues aussi est essentiel, hein. Cette prévention des risques psychosociaux, elle va concerner l'ensemble des collectifs. Et donc, il y a des besoins qui sont renforcés en termes d'écoute, en termes de prise en compte des situations individuelles, en termes de pédagogie, hein, quant à la priorité donnée à la sécurité et à la santé des salariés, en termes d'adaptation des objectifs. Parce qu'on ne peut pas avoir les mêmes objectifs aujourd'hui avec la reprise que hier avec le confinement et avant-hier avant l'épidémie. La question de l'adaptation des conditions de travail de chacun, la question de la recherche d'équité, hein, qui va être compliquée, la question de
et l'enjeu aussi de multiplier les situations collectives, hein, pour recréer justement un sentiment d'appartenance et du collectif. Il va par ailleurs être important de reconnaître les efforts et les capacités d'adaptation, hein, ainsi que les apprentissages qui ont été effectués, hein, pendant la période de confinement, hein. On a beaucoup de salariés qui ont réussi à s'adapter pour continuer leur mission, alors de façon dégradée, pour continuer à faire un travail de la qualité la plus grande possible, pour s'entraider, pour maintenir du lien, de la convivialité, etc. Et ça me semble difficile de se dire, on ne va pas reconnaître ça dans les nouveaux modes d'organisation, dans les nouveaux modes de fonctionnement. Ça viendrait à nier ces efforts. Alors, le temps passe vite et je voulais partager avec vous le fait que le rôle de chacun a évolué. Je vais peut-être, je pense que vous aurez le support, donc vous aurez l'occasion de le découvrir. Je vais peut-être plutôt me projeter sur le moyen terme, et avant ça, vous rappeler que vous avez un enjeu par rapport à toutes les mesures que vous prenez à réévaluer fréquemment pour se réadapter. Il y a un besoin d'agilité extrêmement fort. Alors, se projeter à plus long terme, c'est déjà probablement interroger la stratégie de l'entreprise et son pacte social. Il nous semble qu'il y a deux questions essentielles, hein, à se poser. C'est quelles sont mes capacités à faire face à une nouvelle crise sanitaire ou environnementale. On a réussi à passer celle-ci, ça a été compliqué, douloureux. Est-ce que s'il y a une autre crise qui survient, est-ce que j'y résisterai? Et quelle garantie puis-je offrir à mes différentes parties prenantes, que ce soit mes clients, mes fournisseurs, mes banques et bien évidemment mes collaborateurs. Il y a trois grandes thématiques, hein, à minima, qui s'imposent. Est-ce que la stratégie expose l'entreprise? Est-ce que mon positionnement marché, mon positionnement vis-à-vis des clients est de nature à m'exposer? Est-ce que mes relations fournisseurs également sont de nature à m'exposer? Est-ce que mes implantations me font prendre plus de risques? Et est-ce que ma structure financière est en mesure de traverser une nouvelle crise? Ensuite, il y a la question de la structure sociale. Est-ce qu'elle est en mesure de s'adapter à une nouvelle crise? Les identités collectives qui font mon entreprise, aussi bien auprès de mes managers et de mes collaborateurs, vont-elles pouvoir vivre une nouvelle crise? Alors, quand on parle d'identité collective, on parle de la place du travail pour chacun, le sens qu'on y met, les attentes qu'on y met, en quoi le travail contribue à me définir en tant qu'individu. Cette question, elle s'est faite jour de façon plus prégnante. Des interrogations aujourd'hui sont traitées, hein, par chacun sur le sujet. Et, et donc, se pose notamment la question du sens. La question du sens, c'est est-ce que ce que je fais au travail, les conditions dans lesquelles je l'exerce, a du sens au regard de la place que j'y accorde. Et donc, cette question-là, il va falloir la traiter. Ensuite, la question des compétences. Est-ce que mes compétences, les compétences dont je dispose aujourd'hui, sont celles qui vont me permettre de traverser éventuellement une nouvelle crise? Et puis, il y a la question du dialogue social. Pour les plus grosses entreprises, la capacité à définir un modèle, notamment social, qui sera suffisamment agile, hein, pour faire face à une nouvelle crise, et déterminante. Si le dialogue social est bloqué, ce sera extrêmement difficile de faire bouger le modèle d'entreprise, le pacte social, le lien entre les salariés et l'entreprise, et donc de fait de pouvoir traverser une nouvelle crise. Et ensuite, on a une série de sujets autour de ma politique RH et de mon organisation, hein. Qu'est-ce que je fais demain avec le télétravail?
comment est-ce que je repense éventuellement mon organisation du temps de travail, comment je repense mes espaces, comment je repense ma gestion et des emplois et compétences pour faire face encore une fois, à des creux d'activité, à des besoins à des besoins de compétences nouveaux qui se feraient jour parce que je fais évoluer ma stratégie pour éviter d'être trop exposé à une crise. Donc là on a un sujet également important. Euh, Quelle politique de qualité de vie au travail et de prévention pour garantir et pour sécuriser les salariés, pour leur garantir que leur employeur pose comme principe numéro un le fait de maintenir des conditions de santé et de sécurité de premier ordre pour chaque collaborateur. Quel management Ça sera une énorme question. Hein, quel management les orientations du manager. On a longtemps parlé d'orientation client, d'orientation résultat. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une orientation collaborateur à renforcer Quels objectifs, quelles compétences et quelles postures hein, pour les managers. Alors, on parle de plus en plus de managers bienveillants, d'écoute, de managers en capacité de trouver des solutions aux collaborateurs, de managers qui sont dans un mode collaboratif. C'est des sujets qu'il faudra clairement poser pour l'avenir. Et puis, nous, on a une conviction, c'est que repenser ma structure sociale, ma stratégie, ma politique RH, mon organisation, ça nécessitera de faire appel à des démarches participatives qui impliquent, qui embarquent, voilà, qui sont inclusives parce qu'il y a, voilà, il y a une communauté quelque part à constituer hein, pouvoir faire face effectivement à un avenir qui, à ce jour, est marqué quand même par pas mal d'incertitudes. Voilà les éléments que je voulais partager avec vous. Il y en avait beaucoup, parce que les questions restent importantes. Il y aura encore des éléments à partager dans le futur. Moi, je vous souhaite une bonne reprise d'activité, une bonne relance d'activité. Je vous souhaite de pouvoir construire avec vos salariés, avec vos managers, les conditions de travail les mieux adaptées pour cette reprise et d'être innovant quand il le faut, d'être conservateur quand il le faut. Je crois que la période a montré qu'il y a une vraie capacité d'adaptation, il y a une vraie plasticité, il y a une vraie agilité. Il faut miser sur celle-ci pour construire les étapes à venir. Sur ces derniers mots, je vous dis au revoir et merci d'avoir participé à ce JT.